mensuel. C'est quoi ça ? Un projet de récolte de protection hygiénique dans le Brabant wallon pour les personnes touchées par la précarité menstruelle. La précarité quoi ? Précarité menstruelle. C'est quand les personnes qui ont de faibles revenus doivent prévoir un budget assez conséquent pour pouvoir se procurer des protections hygiéniques. Bah oui, ça coûte pas rien les protections hygiéniques. Parce qu'on peut être sûr que si les hommes se mettaient tout d'un coup à avoir leurs règles, il faudrait pas un mois pour que ce soit gratuit ou remboursé par la Sécu. Et qui fait ça ? Le projet a été monté par le collectif des croqueuses du Brabant wallon qui avait envie de prendre les choses en main. C'est dans quel but ? Répondre à cette précarité menstruelle par un acte de solidarité. Et puis, plus précisément, à faciliter l'accès aux protections hygiéniques pour toute personne dans le besoin, et ce, de manière permanente. D'ailleurs, toutes les récoltes seront redistribuées aux personnes qui sont touchées par cette précarité. Génial, et ça se passe où ? Dans un premier temps, vous pouvez venir aujourd'hui, 19 décembre, déposer des protections hygiéniques ici à Radio 27. Ensuite, nous cherchons encore des lieux qui pourraient accueillir de manière permanente une récolte de protection hygiénique. Nous pensons notamment à des ASBL en contact avec un public précarisé, les CPAS, les hôpitaux, pourquoi pas des maisons de jeunes et encore plein d'autres. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail suivante, lescroqueuses@gmail.com. Eux, ils s'en tamponnent, nous on s'en mêle. 27 for Life sur radio27.be. Les loyers sont hors de prix. Les loyers sont souvent, mais hors de prix. Les loyers sont souvent hors de prix. Les loyers sont souvent hors de prix. Les loyers sont souvent hors de prix. Je rêve d'avoir une maison adaptée où il ne manque aucune chambre sans souffrir d'humidité et de champignons. Je rêve d'avoir une maison pas trop grande avec un petit jardin et de plein pied. C'est quand même terrible de ne pas avoir de sécurité dans les habitations sociales. Monsieur le bourgmestre, il faut voter pour toi, cette fois-ci je vote pas pour toi. Parce que tu nous promets de toutes sortes. Et je suis fâchée. Il faut de la sécurité pour tous les gens du monde entier en Belgique. Tout le monde devrait disposer d'un logement conforme à la dignité humaine. Article 25. Déclaration universelle des droits de l'homme. Les logements. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que les services sociaux nécessaires, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires, d'invalidité, déclaration universelle des droits de l'homme. Et dans les autres cas, les soins médicaux, à un niveau de subsistance suffisant par suite de assurer sa santé indépendante, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, le logement, Article 25. Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisante pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que tous les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse et dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
27 for Life sur radio27.be. Hello à toutes et tous. Bonjour Laurence. Bonjour Jean. Eh bien, je pense que la séquence que l'on vient d'entendre, on peut deviner de quoi on va parler maintenant. Oui, effectivement, Jean. Nous accueillons Hyacinthe, qui est coordinatrice responsable de Vie féminine Brabant Wallon, comme vous le savez déjà sûrement. Et elle va nous partager des vécus et des difficultés des femmes dans leur accès au logement. Bonjour Hyacinthe. Bonjour. Bonjour Hyacinthe. Bonjour Jean. Alors aujourd'hui, on essaye d'amener une réflexion sur la pauvreté. Pourquoi avoir choisi ce thème du logement pour parler de la pauvreté et de la précarité des femmes, Hyacinthe ? Mais d'abord parce que lorsque Vie féminine a réalisé une recherche-action il y a 10 ans sur la précarité, une recherche-action, c'est une méthodologie particulière pour travailler une thématique ou un enjeu. Donc nous avons pu mettre en évidence que la précarité naît de l'interdépendance entre différents domaines de la vie, comme l'emploi, la culture, la santé, le couple, la mobilité et évidemment le logement aussi. Ça veut dire que le moindre élément qui dérape peut générer une série d'effets en cascade. On l'a entendu déjà dans les émissions précédentes. On peut visualiser ceci comme une étoile. Ces branches sont les différents domaines de la vie et le cœur de l'étoile, c'est la précarité. Donc le logement, c'est une branche de cette étoile de la précarité. Un toit assure une stabilité et une sécurité qui permettent de développer tous les domaines nécessaires à une vie décente. Mais si cette branche casse, elle entraîne avec elle d'autres domaines de la vie. Alors dans cette recherche-action, nous avons pu mettre en évidence aussi que les inégalités structurelles dont les femmes sont victimes, mais aussi les stéréotypes, plongent les femmes dans ces situations précaires. Comme en témoignait une des participantes à la recherche-action disait « Être femme, c'est déjà être précaire ». Et alors en 2016, Vie féminine a aussi réalisé une étude sur le droit au logement. Mais je vous propose de revenir plus tard dans cette émission avec une séquence sur les résultats de cette étude. Mais Hyacinthe, si je ne me trompe pas, je pense que vous avez aussi réalisé ce lundi une émission sur Radio 27 à propos du droit au logement. Oui, en effet, un groupe de femmes de Nivelles qui viennent à nos activités à l'Espace Femmes ont voulu réaliser une émission radio sur le droit au logement. Ces femmes, en échangeant entre elles, se sont rendues compte qu'il y avait beaucoup à dire sur ce qu'elles vivent comme difficultés dans l'accès au logement. Il y en a qui sont dans des situations très très problématiques pour elles et pour leur famille. Elles avaient envie de mieux comprendre pourquoi les institutions, les services publics, les politiques ne prennent pas en compte, ne prennent pas au sérieux leurs problèmes. Elles avaient aussi envie de comprendre comment fonctionnent ces institutions, par exemple comme l'AIS. Enfin, elles ont voulu aussi aller à la rencontre des femmes à qui on ne donne pas souvent la parole, qui sont parfois cachées. D'ailleurs, la séquence qui a ouvert l'émission est une des capsules que l'on peut entendre dans l'émission de lundi et qui qu'on pourra podcaster en janvier sur Radio 27. Donc, elles ont collaboré avec l'Ouvre-Boîte, ici à Nivelles, en faisant des animations. Elles ont créé des capsules qui constituent en partie cette émission. Donc, Hyacinthe, tu parles donc des femmes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, qui racontent un peu leur vécu, et donc voilà, elles sont un peu invisibles, hein, comme on en a déjà parlé tout à l'heure. Et tu penses à des situations particulières, à des situations dans la ville, des lieux. Ben oui, elles ont été dans le quartier des habitations sociales à Sainte-Barbe, à Nivelles. Elles ont été à la rencontre d'habitantes au bar à soupe de la Croix-Rouge et aussi chez les habitantes. Je vous propose d'écouter ce qu'elles ont récolté comme témoignage. Qu'est-ce que tu aimes bien à Sainte-Barbe et qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Bon, moi, je suis là depuis 10 ans. Je me plais bien, mais je voudrais bien déménager quand même. Mais le problème, avec l'âge que j'ai, je ne me vois pas déménager. Deuxièmement, il y a un manque de propreté dans Sainte-Barbe. Il ne faut pas généraliser, ah voilà. Non, tu as dit dans Sainte-Barbe. Il ne faut pas généraliser, ma chérie. J'ai beaucoup de choses à dire. Me dire que ça me plaît, non, parce qu'il y a énormément de difficultés pour les personnes, pour les mamans, pour les enfants, pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes âgées. Il y a énormément de détritus. Il y a toujours des gens qui mettent le feu dans les immeubles. On trouve souvent des matières fécales dans les ascenseurs, dans les escaliers. J'ai dû même emmener ma fille une fois à l'hôpital parce qu'elle est tombée malade et on m'a dit qu'effectivement c'était à cause de caca.
Et voilà, donc elle a dû être soignée, elle a pris des médicaments, mais donc on ne voit pas toujours que quand ça fichipote dans les petits boutons des ascenseurs à cet âge-là. Voilà, il faut leur laver régulièrement les mains. Voilà, donc au point de vue d'hygiène, je suis pas contente. Au point de vue de maintenance, ça va mieux parce que j'ai contacté des personnes au Roman Pays qui font le nécessaire. Ce qu'il faudrait améliorer, en fait, ils ont enlevé les jouets d'enfants, donc dans les plaines de jeux pour enfants. Ils devaient les remplacer par des jeux plus adaptés et plus à la norme. Mais ça fait bien, si je ne me trompe pas, plus de 2 ans qu'ils les ont enlevés et ils n'ont toujours rien mis. Donc il n'y a pas de balançoire, il n'y a pas de toboggan. Donc les enfants, bon, eux sont un peu lésés. Et ça je trouve que franchement, ils devraient refaire. Refaire un comité de quartier comme il y avait avant, des kermesses et tout. Ça, c'était génial. Hein. Des fêtes pour les enfants et tout. Et donc, il fait... qu'est-ce que je faisais ? Oui. De tout. Servir à manger, faire les jeux avec les enfants, faire la chasse aux œufs, j'étais déguisée en lapin, faire le carnaval avec le comité, toi aussi, tout le monde. Non. Ça, c'était bien. C'était les meilleurs moments. Hein. Et maintenant, il n'y a plus. C'est fini, c'est mort. Ça remonte à assez longtemps que le quartier Sainte-Barbe était stigmatisé parce que il y a des gens d'origine modeste. Ça a été mal fréquenté pendant quelques années où il y avait beaucoup de drogue qui circulait, beaucoup de bagarres, etc. Donc les gens n'aiment pas cette enclave dans Sainte-Barbe. Bon, maintenant ça a énormément changé. Déjà que la ville de Nivelles, la police, le bourgmestre, etc. ont éjecté, si je puis dire, des personnes indésirables. Donc maintenant ça s'est remis à la norme. C'est un quartier comme les autres, mais malgré tout, on a beau faire, ce quartier reste stigmatisé. Il n'y a rien à faire quand on dit on habite Sainte-Barbe. Il y a un petit silence, il y a un silence qui se fait et on est nombreux qui aimons bien Sainte-Barbe, on se sent bien chez nous. On aimerait bien essayer que ça s'arrête, mais on ne sait pas comment faire. Bien, donc c'était donc les témoignages récoltés dans le quartier Sainte-Barbe à Nivelles. Donc on entend bien on constate bien que le logement en tout cas n'est pas seulement une question d'avoir un toit et 4 murs. Oui, effectivement, le logement c'est plus que ça, c'est un cadre de vie, des lieux communs partagés et partagés parfois dans la difficulté comme on a pu l'entendre. Ce qui me frappe aussi, c'est la stigmatisation dont sont victimes les personnes qui vivent dans ces habitations sociales. Mais les stéréotypes sont aussi actifs quand on cherche un logement sur le marché privé. L'étude de vie féminine sur le droit au logement montre bien les différentes discriminations dont sont victimes les femmes. Donc, à ce propos-là, Hyacinthe, je pense qu'on va écouter maintenant une capsule et c'est Soisic Dubo, qui est la coordinatrice de toutes les matières socio-économiques à vie féminine, qui va parler justement de cette problématique. À Vie Féminine, on a fait une étude qui s'appelle Le logement, un droit pour toutes, qui vient en fait de réalités que nous ont relayées les femmes avec lesquelles nous étions en contact et des réalités qui nous sont encore relayées aujourd'hui. On a voulu creuser ce qui se passait au niveau du logement, plus particulièrement en se posant la question de la situation spécifique des femmes dans l'accès au logement. Et ce qui ressort de ça, ce qui en découle, c'est qu'il y a des difficultés spécifiques quand on est femme à accéder au logement. La première, sans trop de surprise, c'est lié à la précarité matérielle des femmes. Autre chose, ce qui est ressorti frontalement, c'est aussi toutes les discriminations sexistes qui viennent s'ajouter à cette précarité matérielle, qui viennent gêner les femmes dans leur accès au logement. Les discriminations sexistes, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se manifeste? Déjà, ce qu'on nous a relayé, c'est des discriminations directes, c'est-à-dire qui viennent quand on recherche un logement, qui émanent des propriétaires, quand on est candidate locataire, des propriétaires qui refusent de louer à des femmes. Alors pourquoi? À des femmes parce qu'elles sont des femmes seules avec des enfants et que les propriétaires n'ont pas envie de louer à une femme seule avec des enfants.
Des propriétaires qui refusent de louer à des femmes seules, même sans enfants, des femmes seules simplement parce qu'elles sont des femmes, parce qu'il y a des stéréotypes, des préjugés qui persistent encore de nos jours. Donc des femmes qui s'entendent dire qu'elles ne sauront pas s'occuper d'un jardin, qu'elles ne sauront pas faire le petit entretien d'un appartement, comme si c'était inné et lié aux chromosomes. Donc on est vraiment sur des représentations tout à fait fausses. Donc là, on est sur des discriminations frontalement sexistes qui viennent se doubler ou s'accompagner aussi dans certains cas de discrimination raciste. Là que rencontrent les femmes racisées et dont elles nous font part aussi. Donc cette difficulté renforcée à trouver un logement avec toujours ce soupçon de est-ce que ce serait pas lié à ça quand on se reprend pas des remarques directes. Les discriminations sexistes, elles sont renforcées aussi de discriminations qu'on peut appeler larvées ou cachées, qu'on voit moins et qui s'affirment moins directement, mais qui sont liées, qui sont plus systémiques en fait, qui vont être liées à des tailles de logement qui ne sont pas adaptées. Par exemple, aux femmes seules avec des enfants. Ben voilà, s'il n'y a pas des logements en suffisance sur le marché du logement, c'est un frein d'office parce que il va y avoir une compétition entre les personnes pour y accéder et donc c'est forcément discriminatoire dans l'offre elle-même. C'est aussi des discriminations qu'on va pouvoir retrouver quand on veut accéder à un prêt hypothécaire. Donc un prêt hypothécaire, dans l'absolu, tout le monde peut y accéder, sauf qu'il va falloir prouver certains revenus, prévoir une certaine épargne, et du coup, si on a des plus petits revenus, on va moins être dans les conditions, donc on est sur ce qu'on peut appeler des discriminations indirectes, des discriminations larvées, qui peuvent conduire jusqu'à même à une forme de violence. Si on regarde l'autre face, quelque chose qui est peu documenté, dont on parle encore peu aujourd'hui, c'est les arrangements, et ça je mets entre de gros guillemets, en fait on peut vraiment parler de violence, donc des propriétaires qui louent contre échange sexuel. Donc là on est vraiment sur une forme de violence. Moi, je me suis retrouvée avec les 6 enfants dehors. On a dormi dehors pendant 4 jours. Je suis passée à la CPS. J'ai écrit aux abbayes, toutes les abbayes en Belgique. J'ai reçu beaucoup d'aide. J'ai eu beaucoup d'aide parce que, déjà, il y avait 6 enfants. J'ai pris sur moi aussi parce que 3 ans que j'ai galéré, mais vraiment galéré, quoi. Et même mon gamin, les 2 grands ont trouvé une cuisinière aux grosses poubelles. Ils les ont ramenés, on l'a nettoyé, on était tout contents. Super. Chaque truc qu'on trouvait, même dans les grosses poubelles, on l'a fait. Et c'est ça, je me dis, je suis passé au-dessus de beaucoup de choses, et que maintenant je m'en fous des regards des gens. Maintenant je suis arrivé à quelque chose avec mes enfants et on est bien. Je suis allée à la police pour dire, j'avais quitté le logement, mais avec les enfants. Ils m'ont demandé si je voulais porter plainte pour coups et blessures. J'ai pas porté plainte, j'ai laissé comme ça. Même à la police, ils me disaient, mais vous devez retourner chez vous avec vos enfants et mordre sur votre chic de ce qui se passe chez vous. Et j'ai dit non, je peux pas. Je peux pas. Le CPS m'a donné un logement, à 100 mètres de où j'habitais. Donc il est venu me casser mes carreaux, il venait m'insulter, il venait... Vivre dans la précarité pour les femmes, c'est pas seulement la précarité économique telle qu'on la pense au premier abord, c'est aussi vivre dans un chez-soi qu'on sera peut-être amené à quitter du jour au lendemain. Pourquoi ? Là, c'est la question des violences conjugales qui touchent encore de trop nombreuses femmes en Belgique aujourd'hui. Qui causent de réelles ruptures dans les vies de femmes et qui les amènent à devoir quitter précipitamment ou à devoir chercher du jour au lendemain une échappatoire ou au contraire à se retrouver coincé dans un logement dangereux avec un compagnon violent qui pourrait devenir meurtrier dans le pire des cas. Donc on est dans cette situation qui est trop présente chez les femmes et qui va avoir plein de conséquences parce que pour une femme l'option de la rue, se retrouver à la rue, ça va être l'option qu'on va rejeter
au maximum. Pourquoi bien sûr les hommes aussi vont rejeter cette option au maximum, mais pour les femmes ça va être encore une zone beaucoup plus dangereuse parce qu'on va être à la merci de nouvelles violences, dont de nouvelles violences sexuelles, dont des agressions aussi spécifiques. Si jamais on a des enfants, on ne peut pas se retrouver à la rue avec, sinon nos enfants on va en perdre la garde. Donc les femmes repoussent cette possibilité au maximum en essayant d'aller frapper à toutes les portes, en essayant de faire appel au réseau social, amical, familial quand on en a un. Là aussi, selon notre si on habite dans une ville, dans un village qui n'est pas notre village d'origine, on va avoir moins de ressources. Si on vient de l'étranger, je pense notamment aux femmes qui viennent dans le cadre de regroupement familial, là ça peut être aussi une impasse totale. Donc il y a ce rejet de la rue au maximum, de faire appel au réseau, aux possibilités qu'on a, et si on le peut, aux solutions qui peuvent être proposées collectivement et mises en place, portées par des politiques, donc des places d'accueil dans des maisons familiales, dans des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, dans des accueils d'urgence. Mais là on rentre dans une autre problématique, il faut qu'il y en ait à proximité, dans lesquelles on se sente en sécurité et qu'il y ait des places disponibles au moment où on en a besoin. Voilà donc l'analyse et les témoignages portés par Soisic Dubo et Vie Féminine. Donc ce témoignage, il met vraiment le lien entre les violences conjugales et le logement. Et Hyacinthe, tu vas nous expliquer, en fait tous ces constats ils sont sortis d'une animation que vous avez réalisée dans la formation Visa pour l'emploi de l'ASBL Mode d'emploi. C'est le service d'insertion socio-professionnelle de Vie Féminine. Oui, effectivement. Donc, l'animation portait sur la précarité de logement et ce sont les réalités de violences conjugales qui sont ressorties principalement. Donc, je pense qu'il faudrait une émission entière sur cette thématique particulière pour bien entendre correctement toutes les réalités. Et donc on entend bien que partir ou ne pas partir de chez soi, c'est pas un réel choix, que le logement il est central dans la problématique des violences conjugales. Mais oui, et donc on comprend que pour les femmes victimes de ces violences, la question du logement est particulièrement difficile. Soisic a parlé des femmes seules avec enfants qui vivent des difficultés dans l'accès au logement, mais au niveau du public, du logement public, quelles sont les réponses que les politiques locales peuvent amener selon toi ? À Nivelles, justement, elles se sont aussi posé cette question-là, et donc elles ont décidé de participer à un apéro politique organisé par le CNCD 1111 et porté par d'autres organisations, juste ici avant les élections d'octobre. Et elles en ont profité pour poser quelques questions aux représentants des différentes listes à Nivelles. Voici un extrait. Parmi les critères d'attribution des logements publics, aucun intérêt n'est porté aux besoins des familles monoparentales, ce qui pénalise surtout les femmes. Comment prendrez-vous en compte les besoins des plus fragiles, souffrant le plus d'un grand besoin de logement à un prix abordable ? Les familles monoparentales, les jeunes cherchant l'émancipation et les personnes âgées. Pour la liste du bourgmestre, Louis-Xavier Bouillon et Colette Delmotte. Il y a déjà des critères de priorité pour certains cas particuliers, femmes battues, SDF et des trucs comme ça. Si vous voulez, si une personne n'a pas la possibilité d'accéder à un logement public, qui trouve dans une ville comme Nivelles un logement à un loyer acceptable, il faut une garantie locative. Les CPS peuvent octroyer des garanties locatives pour accéder déjà au logement. Et justement, le problème, c'est aussi s'il y a les prix abordables. Oui, mais ça, c'est le problème de l'offre et la demande. Ça, on peut relayer l'information au niveau de la région wallonne, mais nous ne sommes pas compétents au niveau de la commune, au niveau local, pour modifier la réglementation. Donc, ça dépend de la région wallonne. Au niveau communal, si ce n'est que des logements appartenant à la commune, et voilà, on n'a pas beaucoup de latitude. Pour défi, Véronique Van de Goor. Alors, moi, je propose un logement 2H, un logement kangourou. C'est-à-dire que la personne âgée qui est dans son habitation depuis 20-30 ans, je comprends que c'est difficile de la faire déménager parce qu'elle est dans sa maison. Et la femme qui est seule avec son enfant et qui sait pas
se payer un loyer, mais ça doit être surveillé, attention. Le loyer serait moindre parce que ce serait 2 personnes qui habiteraient, on n'augmenterait pas le loyer parce que normalement les habitations sociales c'est selon les revenus. Et donc la personne avec son enfant pourrait aider la personne âgée. Peut-être qu'elle pourrait, voilà, la personne âgée aurait peut-être un petit bout, elle serait plus toute seule. Et je pense que ce serait vraiment une action intergénérationnelle. Pour Écolo, Pascal Rigaud. Je pense que ce qu'il y a peut-être une première chose à faire, c'est peut-être améliorer la lisibilité et peut-être procéder à une simplification administrative là-dedans. Ça reste généralement un vœu pieux, mais en tout cas un peu améliorer les procédures et les simplifier pour que la personne qui est demandeuse d'un logement social puisse davantage s'y retrouver. Il ne faut pas demander. Pour la liste ensemble, Bernard Dereau et Evelyne Van P. Donc, il faut vraiment que, en charge d'urbanisme, dans ces nouveaux quartiers qu'on a tellement tendance à construire, pour nous, ça grandit trop vite. Mais il faut au minimum veiller à ce qu'il y ait la même proportion de logements sociaux que sur la ville, c'est-à-dire 10% par quartier au moins. Et puis aussi veiller à ce qu'il y ait de logements, logements moyens accessibles pour les jeunes familles. Voilà, donc on entend ici que tous les partis ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde concernant les solutions pour améliorer l'accès au logement dans une ville comme Nivelles. Et donc, vous allez revenir avec cette thématique-là dans une prochaine émission au mois de janvier, Hyacinthe. Oui, donc c'est l'émission qui était normalement qui devait être diffusée en direct ce lundi, mais on a eu un petit souci ici à Radio 27. Mais donc elle a été enregistrée lundi et elle sera diffusée après le 25 janvier sur Radio 27. Et je vous invite à la podcaster, donc radio27.be. Et donc à propos de vie féminine, quelles sont les revendications par rapport au droit au logement pour les femmes ? Eh ben, c'est exactement la question que nous avons posée à Soisic et qui va nous passer l'extrait maintenant. Par rapport au logement, il y a de nombreuses revendications à porter parce que c'est un champ qui est extrêmement vaste. Ici, j'en pointerai 3. La première, c'est une politique volontariste en matière de création de logements publics. De logements publics, donc j'entends notamment tout ce qui est logement social, des logements publics dans lesquels il fait bon vivre, qui sont intégrés au niveau du tissu urbain, qui conviennent aussi aux besoins des personnes et des familles, avec toutes les modalités des couples qui se séparent, des familles qui se recomposent, des changements qui arrivent dans la vie des personnes. Le deuxième point que je mettrai en avant, c'est du côté du secteur privé, parce que là aussi il y a des choses à faire prioritairement, comme lutter contre les discriminations. Il y a des moyens, il y a des choses qui existent comme des dispositifs de testing, de tests de situation qui permettent de débusquer les discriminations sexistes, racistes, classistes aussi en termes de personnes précarisées qui vont être, ou supposées précarisées qui vont être discriminées. Donc il y a des choses qui peuvent être faites. Il y a nos textes aussi, nos textes, nos lois par rapport au bail, tout ça qui peuvent être bétonnées à ce niveau-là, plus qu'elles ne le sont à l'heure actuelle. Il y a aussi au niveau privé tout ce qui est de contrôle des loyers, que ce soit une grille indicative des loyers, un plafonnement des loyers. Il y a des mesures qui peuvent être développées, mises en place pour éviter que tout repose sur le secteur public. Le secteur social ne doit pas pallier l'inaccessibilité dans le secteur privé des logements. Le troisième point à mettre en avant ici, c'est la suppression du statut de cohabitante-cohabitant, qui est une revendication qui est portée depuis de longues années par les associations de femmes, les associations féministes et vie féminine. Ce statut de cohabitant qui nuit aux solidarités, qui fait que l'on voit ses revenus baisser, réduits, ses revenus de chômage, ses allocations de handicap, ses revenus de CPAS, parce que l'on vit avec une autre personne, quels que soient les liens avec cette autre personne, qui empêche des parents, dont des mères, d'héberger leurs enfants adultes, qui empêche des femmes monoparentales de se mettre ensemble dans un hébergement pour réduire les coûts et se rendre des services, qui empêche toute forme de solidarité à ce niveau-là et qui est une
une injustice, dans une réduction des droits auxquels justement on a droit. Et derrière ce statut de cohabitant, plus globalement, pour sortir de la sphère du logement, parce qu'elle n'est pas coupée de tout, c'est de lutter contre la précarité. Parce que si la situation du logement est telle, c'est parce que les personnes, dont les femmes au premier rang, vivent des situations de précarité accrue, parce que à l'heure actuelle, les politiques sont vers une fragilisation des allocations de chômage. On a vu l'exclusion des allocataires d'insertion, des réductions dans le temps, des montants qui diminuent. Au niveau des pensions, on reste sur des petites pensions, et les réformes qui sont pensées à l'heure actuelle avec un système à points, avec une baisse des assimilations, ne vont pas améliorer la situation. Donc vraiment des choses à mener à ce niveau-là. Mais voilà, donc ceci met bien en lumière en fait qu'il y a pas mal d'éléments dans les politiques actuelles qui impactent fortement le quotidien des femmes. Donc elle a parlé des allocations de chômage, du statut de cohabitant, des petites pensions. Et donc l'accès au logement, voilà, c'est une partie de la problématique. Et c'est tout ça qu'elle vient d'éclairer. Donc merci à Vie Féminine pour cet éclairage. Et puis c'est à creuser, à poursuivre bien sûr toutes ces analyses et la concrétisation d'actions sur le terrain. Eh bien oui, merci Yacinthe pour ce bel éclairage sur la précarité et le mal logement des femmes. Merci à vous, et donc rendez-vous en janvier pour écouter l'émission Toi mon Toi, qui était réalisée par les femmes de Vie Féminine à Nivelles, où on pourra entendre d'autres sujets. J'ai pas pu ici amener tous les sujets qui ont été abordés dans cette émission, mais on parle du fonctionnement du service logement à Nivelles, ou encore de l'AIS, l'Agence immobilière sociale du Brabant wallon, ou notamment aussi, Laurence, le sujet des communes hospitalières dont tu vas parler dans la prochaine émission maintenant. Voilà. Bonne journée à toutes et à tous. Les femmes précaires vivent beaucoup de difficultés en rapport avec le droit au logement. Incomprises, elles se retrouvent finalement dans des logements inadaptés pour elles et pour leurs enfants. Et pour ne pas arranger les choses, elles peuvent aussi faire l'objet de discriminations sexistes, voire racistes, lors de leur recherche de logement. Il y a notamment des femmes qui se retrouvent obligées de quitter leur domicile à cause de violences conjugales. Le logement n'est plus alors une question de choix, mais de survie. Et pendant ce temps, certains partis proposent des solutions et d'autres se cachent derrière le fédéral. Le logement, ce n'est pas que 4 murs. C'est un quartier, des voisins, une plaine de jeux, bref, un environnement global. Cet environnement devrait être agréable pour tous et surtout pour toutes.